Allez, let's go. Ok, vous m'avez demandé de parler plus fort, les amis. On est vendredi 13. Ne croyez pas que ça porte malheur, c'est des bêtises, tout ça. On est vendredi 13, je suis avec vous. Le nouvel épisode de Que la Nif Podcast, ça dit quoi Nifa. Je suis contente de vos retours de la semaine dernière, c'était trop bien. Je vais essayer de parler de manière un peu plus enjouée parce que la semaine dernière, j'étais un petit peu enrhumé, j'étais même beaucoup enrhumé et du coup, j'avais l'air un petit peu fatigué, ce qui était le cas en fait. Donc voilà, let's go. Ça dit quoi Nifa, épisode 2, vendredi 13 mars, on y va. Au sommaire, les amis de cette émission, j'ai envie de parler des 20 ans d'un album qui a changé ma vie et mon rapport au rap et même mon envie de que ce soit mon métier et que ça me roule dessus. C'est Dans ma bulle de Diams, pour le meilleur et pour le pire. Évidemment, en ce moment, on est un peu dans le pire, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai envie de parler de PLK, là. Alors, pas de l'album, parce que je l'ai pas du tout écouté au moment où je vous parle, mais de cette séquence. En fait, là, on va beaucoup parler de séquences qui sont passées sur Twitter. Donc, on va parler de PLK et on va parler de ce qui se passe là, Shade, Aya, Theodora Uzult. Ça va être très très court, hein, les amis, mais je suis obligé de vous en parler parce que j'ai des choses à dire. Voilà le programme. Parce que si vous voulez la vérité, c'est que les sorties d'aujourd'hui qui auraient pu m'intéresser, c'est Ness, mais j'ai pas encore écouté. C'est PLK, mais j'ai pas encore écouté. C'est potentiellement Big Flo et Oli, par curiosité, mais j'ai pas encore écouté. Donc, c'est aussi Jewel, je crois. Non, c'est pas tout de suite Jewel, mais en tout cas, il y a un truc qui se prépare au niveau de Jewel Hussein. Donc du coup, voilà, il y a plein de trucs que j'ai pas encore écoutés et j'ai pas envie d'être votre soldat de Babylone qui fait un débrief à chaud. Ça, vous avez déjà des streamers qui font ça très bien pour vous. Donc let's go, on y va sur les thématiques de cette semaine et de comment je me sens. Du coup, j'ai envie de commencer plus sur la sphère Twitter parce que j'ai vu des trucs. Et comme moi, je me refuse à réagir sur Twitter en mettant des tweets parce que je sais très bien que je vais flop ou carrément me prendre une vague de seum gratuite, j'aimerais revenir sur un fait de jeu intéressant parce que des fois, dans les interactions sociales qui se passent sur cette application du mal, ça me fait penser des trucs, on va dire sociologiques. Alors, je suis pas du tout une intello, mais ça me crée des mécanismes dans la tête de genre, ok, ça dit quoi sur où est le rap, où ça en est, comment j'ai grandi avec cette culture et pourquoi on se met à avoir des techs parfois hyper intelligente et parfois hyper désastreuse. Et là, ce qui s'est passé avec la capsule extraite de l'interview de PLK chez Hugo Décrypte, où PLK explique avec ses mots, avec sa façon de parler, avec sûrement sa pudeur, avec sûrement sa timidité, mais avec aussi sûrement tout ce qui fait de lui un symbole du mainstream. Nous dit cette phrase est la suivante. 2 points, j'ouvre les guillemets. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais j'ai toujours eu un peu honte de mon travail, genre. Ok. C'est un peu bizarre, mais je trouve ça pas très crédible dans la vie d'être rappeur, genre. Si je parle avec un taxi ou quoi, j'invente un métier direct, C'est fou. Je dis jamais la vérité, ouais, je dis mécano. Et c'est pas parce que tu veux pas qu'après ils se disent peut-être que t'es connu machin, c'est juste. Non, c'est fou. c'est plus l'aspect je trouve c'est fichard, tu dis à quelqu'un, je suis rappeur. Je trouve ça hyper intéressant pour 2 raisons. Déjà parce que PLK, pour moi, il incarne cette génération qui a vu le rap devenir la nouvelle pop, la nouvelle variété au sens noble, c'est-à-dire la musique la plus écoutée, etc., etc. Il fait partie de cette génération-là puisqu'il a agrégé un public qui n'était pas forcément des aficionados du rap, etc. Il y en a plein comme lui, mais il fait partie de ça. Et il vit avec ce poids des clichés face à ce public qui n'est pas de cette culture, qui donc, lui, voit le rappeur, ce public-là, comme un personnage bourré de clichés. Je suis rappeur renvoie donc à l'imaginaire collectif, la délinquance, l'inculture, la sous-culture d'Éric Zemmour, la violence, etc. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je ne vois pas le rap comme ça. Moi, le rap est ma culture générale. Le rap est mon outil même de communication avec les gens. Tous mes échanges se basent sur le lore de la culture rap. Mais pour les gens qui sont des auditeurs de PLK, ce n'est pas le cas. Ils aiment PLK parce qu'il est peut-être l'exception et ce rappeur qu'ils aiment bien parce que lui, il est différent, ou lui, il est beau, ou lui, il a des refrains qu'ils aiment bien. Bref, pour plein de raisons, PLK est sûrement le rappeur qu'ils aiment bien. Là où PLK, il est donc dans une quête de j'ai envie de me défaire un peu de ces clichés-là qui sont un peu durs à porter et j'ai envie d'avoir une étiquette de professionnel. Genre, je suis un gestionnaire de carrière, je gère une entreprise. C'est ce qu'il avait envie c'est ce qu'il a envie de dire au mec qui est dans le taxi. Il aimerait lui dire un nom de métier qui give un truc pro. Là où le mot rappeur ne give pas un truc pro pour les gens, on va dire
le random normie que tu croises dans la rue qui n'est pas de cette culture. Donc voilà, lui, il porte ça en lui parce que finalement, il a des interlocuteurs en face de lui qui, eux, sont issus du truc mainstream de « Ah, le rappeur, c'est le voyou, c'est le mec qui sait pas très bien s'exprimer, c'est sûrement le mec violent qui se bat dans un aéroport, etc., etc. » J'aimerais aussi souligner que j'ai vu du coup, en réaction à tout ça, et c'est là que ça m'a interrogé, que ça m'a gratté, le truc de « make rap black again ». Alors, je trouve ça extrêmement intéressant de dire ça. Parce qu'on a du fond, on a un peu de vérité là-dedans, mais il faut que je notifie une première jurisprudence qui est très importante. C'est la jurisprudence de 2 artistes qui ne sont pas noirs, mais qui sont racisés, qui sont Keukra et Al Capote. Parce que dans ce lore de ouais, c'est un peu la honte d'être rappeur. Il n'y a pas que PLK qui a eu cette tech dernièrement, on a eu Keukra et même Al Capote. Rentrer dans ce rap de merde, fais ma pire bêtise. Al Capote, je vous réfère à une interview à la BC d'Art du Son en plateau avec Maisy. Il dit ça. Il dit ça en mode il a full regret. Alors aujourd'hui, on voit bien qu'il continue d'officier, mais à ce moment-là, genre c'était presque vas-y, je fais ça parce que je suis bon qu'à ça, mais c'est de la merde. Keukra, c'est pareil. Je vous renvoie une interview chez Vice. She would be ashamed, I think. Because I'm ashamed of what I'm doing right now. Why? Because it's not a real job, rap. Rap is shit. C'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est pas quelque chose dont on peut être fier. Il y a plein de raisons. Ces deux artistes-là sont maghrébins et je pense sans trop prendre de risques de confession musulmane. Donc il y a aussi un truc culturel et religieux. Keukra, c'est clairement tout pour le bénéf, pour la gloire. Donc c'est des mecs qui doivent faire ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ont un talent, mais si on peut ne pas avoir la lumière, d'ailleurs Keukra est masqué, je vous le rappelle, si on peut ne pas avoir la lumière et tout ce qui va avec, ça nous va. Là où PLK, quand même, il a embrassé le côté star system, le côté se montrer, GP Explorer et tutti quanti. Donc, on a 2 jurisprudences différentes, mais une honte qui est partagée par ces 3 rappeurs que je viens de citer. Mais c'est pas tout à fait la même chose. J'ai cité Keukra parce que pour moi, il y a vraiment de la pudeur et un rejet du star system. Et donc, du coup, vas-y, j'ai envie d'être ce mec qui est ego trip, mais je n'avais pas envie de me mettre en avant. Et d'ailleurs, je veux même cultiver cette distance sociale. Je veux cultiver le fait que, ouais, c'est un taf de marginal. Et donc, qui dit marginal dit je fais ce que je veux, je me montre comme je veux. Si j'ai envie de me masquer, je me masque. Si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Si j'ai envie de reprendre le rap, je reprends. Voilà. Et ça se rapproche plus de ma culture. Parce que pour moi, le rap est un outil et pas un métier. Alors, c'est devenu un métier. Et Dieu bénisse, c'est ce qui fait que je peux vous parler là. Donc je ne cracherai pas dans la soupette. Mais en vrai, je me rapproche plus du rejet d'un Keukra et d'un Al Capote pour ces raisons-là. Aussi parce que sûrement je partage le même logiciel culturel et religieux, mais voilà. Je ne sanctionne aucun des deux. Je ne sanctionne pas PLK, je vous ai trouvé extrêmement dur avec lui. Je voulais juste vous partager mon analyse pour qu'à un moment donné, on ait un peu de nuance, on ait un peu de texte, parce que sur Twitter, on peut pas le faire. Et tout ce que je viens de vous dire, j'aurais pas pu le raconter sur Twitter, personne n'aurait lu, personne n'aurait pris le temps de... Et puis j'aurais été incapable de bien le synthétiser. Parce que c'est dur de synthétiser, et surtout, les règles de Twitter, elles sont simples. Il faut être sassy, il faut être méchant, et en très peu de mots, et en très peu de caractères. Et c'est ça mon problème, et c'est ce qui va nous permettre de transitionner sur le deuxième sujet dont j'avais envie de parler, qui est encore lié à Twitter, qui est ce petit problème là, ces petits échanges un peu houleux entre le média Shade et Iseult. Je suis obligé de le faire, j'ai parlé d'Iseult la semaine dernière, full soutien, musicalement c'est quelqu'un, je l'ai dit, je le redis, que je trouve extrêmement brillant, etc., que je me refuse à parler de ce qui est hors musical. Je ne connais pas la personne personnellement, je n'ai pas envie de commenter sa façon de tweeter ou sa façon de commenter, je me refuse à ça, j'ai trop de dignité pour ça. Je n'irai pas là-bas. Par contre, ce que je peux analyser, c'est que l'outil Twitter vraiment est le mal du siècle dans la manière de pouvoir saisir cette application comme une opportunité de promouvoir sa musique ou de parler de sujets importants, et comment les gens, parce qu'ils prennent cette application comme un endroit d'extinction mutuelle, on est là-bas pour s'éteindre, il faut vraiment avoir le bon mot, la bonne phrase pour humilier l'autre, pour l'éduquer de manière un peu comme ça, patriarcale ou matriarcale, whatever. Il y a un truc comme ça là-bas de gladiateur qui fait qu'en fait on n'apprend strictement rien et on voit que des gens être méprisants les uns envers les autres. Et moi ma question elle est simple. Pourquoi on veut tout le temps sanctionner
systématiquement aux yeux de tous et aux yeux des malveillants. Parce que je peux ne pas être d'accord avec toi, Jean-Pierre. Je sais pas s'il y a un Jean-Pierre qui écoute ce podcast. Je peux ne pas être d'accord avec toi, mais j'aimerais qu'on puisse avoir la discussion, déjà à l'abri des regards malveillants, parce que je ne cherche pas à t'humilier quand je te dis que je ne suis pas d'accord. Ça, c'est mon premier point. Donc, j'aimerais rappeler les faits. Il se trouve que le 21 février, j'ai été approché par Pookie, qui venait au nom de plusieurs autres actrices de l'industrie créative que je vais citer. Donc, on avait Yasmine Madi, qui est journaliste en Indé et qui est ex-journaliste de chez Combini, Christelle Murula, Safia Fierce. Il me semble que c'est ça. J'oublie personne. Donc, soit journaliste, soit créatrice de contenu, vidéaste, comédienne, bref, des meufs de la culture, des femmes noires de la culture. Elles ont rédigé cette tribune. Donc, elles se sont chargées de toute la logistique technique pour rassembler le maximum de femmes de la culture et des industries créatives et de l'écriture. Donc la logistique technique et intellectuelle, j'ai envie de vous dire. On est ensemble. Le propos qui est tenu dans cette tribune, moi je le valide complètement. Je n'aurais pas dit mieux. On est ensemble. Maintenant, je pense que dans cette envie de rebondir, dans cette urgence, parce qu'il y avait eu des faits très récemment, notamment avec le cyberharcèlement de Booba vis-à-vis de Théodora et de Aya quand il a envie de changer de femme noire, ça dépend de son humeur, et elles avaient envie de répondre urgemment. Et je suis même sûr, même si j'en ai pas parlé avec elles, qu'elles ont dû essayer de contacter un maximum d'artistes qui sont concernés évidemment par la question, avec intersectionnalité évidemment, mais qui doivent être au cœur de cette tribune. Et elles ont fait avec ceux qui ont pu être réactifs à ce moment-là, celles qui ont pu voir le message, mais ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas cité, évidemment, vous n'êtes pas concerné. Alors maintenant, bien sûr, on peut prolonger la discussion. On peut complexifier aussi les formes de discrimination et d'oppression et y mettre encore un peu plus d'éléments, notamment l'intersectionnalité. C'est un sujet hyper important, je vous invite tous à vous y renseigner. Je ne vais pas non plus juger de femme à femme une autre femme journaliste racisée sur la façon dont elle a voulu mettre en lumière cette tribune. Peut-être que c'est perfectible, peut-être qu'il aurait fallu faire autrement en utilisant Shades et Extra Plume. Là-dessus aussi, je laisse les gens tirer les conclusions eux-mêmes et faire leur propre mise en question sur comment on met en avant une tribune quand il s'agit de sujets aussi sensibles, sans que ça soit pris comme un relais médiatique au sujet de 3 cas d'école qui ont été utilisés simplement pour illustrer un propos plus large. Voilà, la technicité de Twitter fait que je ne peux pas vous en vouloir de l'avoir fait de cette manière-là, puisque de toute façon, Twitter est inadapté. Voilà, c'est ça mon point, les amis. Donc, je ne veux pas critiquer le fait même de répondre ou de vouloir juger la présence ou la non-présence, ou la façon dont c'est fait, ou la façon dont c'est expliqué, puisque je vous dis simplement que mon point, c'est que X n'est pas adapté pour faire ça, sur des sujets aussi sérieux, et des sujets qui me concernent, vu que je suis une femme noire, je préfère vous alerter. Quand vous allez sur ce terrain-là, vous allez sur X, vous allez sur Twitter, pour que les gens comprennent bien, et que vous décidez de challenger les journalistes sur leur ligne éditoriale et sur la façon dont ils traitent un sujet, et que les journalistes décident de répondre avec le ton qui leur appartient sur pourquoi ils ont écrit l'article de cette façon, vous êtes au pire endroit pour le faire. Et ça ne sert personne. Ensuite, quand on est dans la peau d'Iseult et dans la position d'Iseult, je ne vais pas lui donner de leçon morale. Elle répond comme elle veut. Je veux juste alerter Iseult et Shades et tous ceux qui décident de vouloir débattre sur ce sujet de manière publique sur l'application qui s'appelle X et qui est pour moi inadaptée, de se rappeler que la vie, c'est des choix. Et le plus grand choix que vous avez à faire dans votre prise de parole, ça restera toujours la forme, les amis. Même si Kazé nous a souvent dit qu'on n'était pas obligé d'être poli pour plaire à l'oppresseur, pour plaire au colon, je vous dis juste que quand c'est sur X, là, c'est compliqué d'appliquer la jurisprudence Kazé. Vous voyez ? C'est compliqué de se dire qu'on s'en fout de la forme. Quand vous êtes là à vous mettre à RT pour décoder, pour expliquer ce que vous avez dit en première instance, parce que dans première instance, les gens n'ont pas bien compris et que vous vous mettez à faire des traits explicatifs pour justifier vos choix, c'est tuba, c'est fini, c'est KO, laissez. On n'a rien compris. C'est des sujets beaucoup trop importants pour que vous fassiez des battles de tweets, en fait. Quand vous faites le choix de communiquer sur cette application, c'est des choix que vous faites consciemment. La vie, c'est les choix. Et le plus grand choix que vous avez à faire, c'est la forme quand vous êtes sur Twitter. Moi, je suis derrière un micro, en audio, podcast. Les gens peuvent cutter comme ils veulent, dans tous les cas.
J'ai la version entière où j'ai élaboré ma pensée. J'ai eu le temps d'y réfléchir toute la semaine. Et voilà pourquoi j'arrive à peu près à vous communiquer le fond de ma pensée. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je décide de la plateforme où j'ai envie de vous dire ce que j'ai à vous dire en tant que femme noire. Voilà, le débat est clos, je me sens beaucoup mieux, je suis en train de reprendre le sourire. Et puis je peux même pas m'hydrater puisque je jeûne, c'est dommage. Mais voilà, c'était un truc que j'avais envie de communiquer avec vous, c'était trop important. Ça fait quasiment 13 minutes que je parle, je trouve que je suis assez concis, j'espère que je suis assez dynamique par rapport à la semaine dernière. On enchaîne sur une note musicale. Et on va vous parler du fait que 20 ans après, 20 ans après la sortie de cet album qui est donc Dans ma bulle de Diams, je suis en train d'en vivre les conséquences. Vous voyez le choix que Diams fait de quitter la scène médiatique, musicale. Il me semble que c'est en 2016, donc 2007, donc je crois que j'ai 16-17 ans. Moi, je le vis comme un drame en mode mais qu'est-ce qui se passe, etc. J'en suis revenu parce qu'évidemment, j'ai lu ses 2 livres et comment je peux pas être heureuse que cette femme ait rejoint la même spiritualité et confession que moi, alors que je l'admirais et que j'avais l'impression que c'était ma grande sœur et j'avais l'impression que j'étais elle, tant dans son côté tomboy que dans son truc écorché vive et incomprise et seule et mal aimée et mésestimée. Tout ça là, je pouvais que relate. C'est vraiment ma grande sœur. Elle le sait pas. De toute façon, elle a voilà les petites sœurs dans ce pays, donc voilà. Mais aujourd'hui, tout ce qu'elle déplorait dans ce documentaire qui était sorti, où elle explique un peu tout ce qu'elle disait dans ce livre, etc. Ça y est, j'ai le poids de tout ça aujourd'hui. Je pense que toute cette génération de 2006-2007 qui a écouté Diams, converti à l'islam ou pas d'ailleurs, je tiens à le préciser, arrive 20 ans après à comprendre de quoi elle parle quand elle décide d'arrêter cette solitude, cette dépendance affective, le rapport à l'amour, toutes ces réflexions-là, elles commencent à venir en moi. Et puis même, je revois à la baisse certains des propos de cet album, tant parfois elle est pick me. Alors je la juge pas en pick me en mode mais pick me parce que justement on n'est pas la même femme à 20 ans qu'on est à 40. Et du coup, je suis en train de voir le féminisme de Diams de 2006 et je suis en train de le passer en revue. Et je suis quand même fier d'avoir été fan d'elle et d'avoir écouté ses albums et je les écoute encore et j'écoute encore des freestyles d'elle. Hein. Mais c'est aussi une preuve que le féminisme, c'est mouvant. Ça bouge. Et que j'ai pas forcément le même que celui de ma voisine ou que la militante que je vois sur Instagram. Donc voilà ce que ça m'a rappelé moi dans ma bulle, c'est que je suis pas forcément tout à fait d'accord avec les angles et le rapport à l'amour qu'elle a ou le rapport au monde même qu'elle a. Mais moi j'étais à 16 ans, 17 ans, ça me parlait parce que j'étais une gamine qui cherchait en tant que femme et aujourd'hui j'arrive à passer en revue, à voir comment je dois me sortir de tous ces carcans et construire ma propre féminité et mon propre féminisme. Voilà, il y en a qui font ça en lisant des livres. Là, en plus, devant moi, j'ai un livre d'exception qui est « Ne suis-je pas une femme ?» de Bell Hooks. Donc, normalement, j'aurais dû vous citer ça si j'avais voulu être une intello de service. Mais non, je vous parle de Diams, en fait. Parce que je m'identifiais de fou à elle. J'étais une meuf en jean régular et Stan Smith, qui était un peu garçonne et que les garçons ne trouvaient pas belle. C'est un peu le cas aujourd'hui. Mais je suis OK avec ça et j'embrasse ça. Et genre... je pense pas que la façon dont je suis aujourd'hui est marginale ou est bizarre. C'est ma manière d'être une femme. Genre, alors que c'était quelque chose qui était mon complexe il y a encore quelques années. Donc voilà. Et c'est en réécoutant l'œuvre de Diams globale et notamment cet album que, avec tout ce que ça comprend de morceaux qui ont vieilli, hein, ça fait partie du package. Mais voilà. Je voulais vous parler de ça. Je sais pas de quoi je vous parlais d'autres. Franchement, vous savez, j'écris pas beaucoup. Hein. J'écris quelques petits éléments vite fait sur mon appli Notes, mais je sais pas de quoi je peux vous parler. En plus, tous les trucs cool que je vis en ce moment, je peux pas vous en parler parce que c'est hyper confidentiel. Donc voilà, vous savez très bien qui est mon employeur. J'aimerais bien vous raconter des tas de trucs super cool qu'on est en train de faire ou qu'on est en train de vivre, mais pour l'instant, c'est classé confidentiel à Washington. Donc, je peux pas vous en parler. Mais en tout cas, ça se passe. Ça se passe à fond, comme diraient les kebs. Voilà.
J'ai envie de vous laisser comme ça. Je vous embrasse tous fort. J'espère que là, j'avais un peu plus d'énergie. On est sur un petit 18 minutes. Alors, c'est pas le timing pour faire un tapis incliné, mais pour la vaisselle, pour le petit trajet de métro, ça peut être cool. Franchement, ou quand tu es dans la salle de bain et que tu fais ta skincare, ça peut être sympa. Voilà. Ah si, pardon. Je vous avais demandé de me poser des questions. D'ailleurs, attendez, pendant que je cherche les questions, je tiens à vous dire que il n'y a pas plus drôle que ce que j'ai vécu week-end dernier avec mes 2 parents à table qui ont décidé de me présenter un prétendant au poste de mari. Alors ça, pour tous mes quinfs et tous mes gens de confession musulmane, j'ai eu, alors en plein mois de Ramadan, une monkrabala improvisée juste avant le ftour. Je sais même pas si ça c'est légiféré, si on a le droit de faire ça. Hein. Mes parents, c'est des ouf. Hein. Enfin, mon père surtout. Et c'était extrêmement marrant parce que c'est des moments très rares de ma journée où je sors de mon corps et je regarde la scène en me sortant de mon corps. Voilà, en écoutant les répliques et en me disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fous là. Donc voilà. Alors je vous dirai pas l'issue de cette monkrabala, je vais pas vous raconter l'issue de ça. C'est quand même ma vie privée, j'ai envie qu'elle reste privée, voilà, quand même. Mais c'était très marrant à vivre et c'était super touchant de voir mes parents aussi impliqués dans leur logiciel culturel de notre enfant doit se marier parce qu'elle est vieille. Vous voyez, genre je l'ai pas mal pris, même s'il y a la pression sociale, du célibat, quand on est âgé, etc. Moi ça va, je m'en suis défait grâce à beaucoup de thérapie et grâce en vrai aussi à la religion, parce que si on est vraiment très religieux, bah, on s'en remet à Dieu pour de vrai, totalement et à tous les niveaux. Donc moi c'est mon cas, Dieu merci, mais de voir ses parents dans leur propre agenda et dans l'inquiétude de leur propre agenda. Parce que ne vous me prenez pas. Quand vos parents vous disent quand est-ce que tu passes ci ou quand est-ce que tu fais ça, alors oui, c'est pour votre bien. Mais souvent, c'est par rapport à leur propre agenda. Réfléchissez comme ça et vous verrez que... Alors si, il faut que quand même... mon petit Titouan, il faut que tu le passes ton permis. Hein, il est temps. Mais réfléchis bien quand t'es un peu sous pression et que t'as l'impression que tes parents push hard. C'est souvent par rapport à leur propre agenda. Je pense que l'agenda de mon père, là, tout de suite au moment où je vous parle, c'est qu'il a envie d'avoir un petit enfant. Voilà. C'est pas forcément l'envie que je sois hyper heureuse avec un gars dans une belle maison. Je pense que ça, c'est bien, mais c'est un peu accessoire dans son agenda. Là où moi, c'est primordial. Donc, homme de ma vie, si tu m'écoutes en écoutant ce podcast, il est temps que tu te manifestes. Il est temps qu'on se rencontre à mi-chemin. Meet me halfway, comme dirait Black Eyed Peas. Il est temps que tu te réveilles parce que j'ai des parents très inquiets. Voilà, t'es sûrement sur ton vélo, parce que forcément, l'homme de ma vie est sur un vélo, et t'es en train de te dire, j'adore cette femme. Et bah, secoue-toi, mon vieux. Slide dans les DM, fais quelque chose, et on vient en faire avancer le dossier. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Ensuite, je passe aux questions qu'on m'avait été posées. Je vous le dis tout de suite. Déjà, je vous ai trouvé très, très timide sur les questions qui m'ont été posées. Mais bon, je sais que depuis quelques temps, vu que je traîne plus avec les bonnes personnes, j'ai moins de buzz. C'est la vie, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a Fakir comme d'hab. Bon, de toute façon, Fakir, c'est le seul homme qui m'aime. 5 albums marquants de cette décennie pour toi, toujours confondus. Je vais vous dire des albums français, francophones. Moi, je suis cocorico, je suis française. J'en ai marre de... Et surtout, j'ai envie de vous parler de musique, de chansons françaises. Pour moi, alors je sais pas si c'est décennie, j'ai envie de vous dire Christine and the Queen, c'est son premier album, je sais pas comment il s'appelait. Claude, Christine, on va vérifier ça. C'est ça qui est bien, c'est que je peux vérifier direct avec vous là. Christine and the Queens, son premier album. Christine, voilà, Christine and the Queen, Christine. Ça, dans la décennie, hyper important. Ensuite, Racine Carré, Stromae. Voilà. Ensuite, je vais vous dire, parce que je crois que j'avais noté ça quelque part. Moi, vous savez, des fois, je me fais des tops juste pour moi, pour le kiff. Je vais vous dire, ok, j'en ai 3. Saison 0, Luigi. Christine and the Queens, Christine. Stromae, Racine Carré. Et le 4e, en francophone, je sais pas. Pour l'instant, il est pas encore... Il est pas encore. Mais ça, déjà, c'est mon top 3 francophone de la décennie. Ou en tout cas de ces dernières années. Je sais pas si c'est décennie, parce qu'il y en a, genre, en vrai, Luigi, c'est les années 20. Et Christine et Stromae, c'est les années 10. Mais j'ai triché, mais vous captez. Pour moi, ces 3 albums sont hyper importants parce que
on sent des influences communes. Ces 3 artistes peuvent être dans une pièce et discuter de musique, ils auront sûrement les mêmes refs. Donc je recite Luigi saison 0, Stromae, Racine Carré, Christine and the Queen, Christine. Ils se mettront tous les 3 dans une pièce, ils vont avoir les mêmes refs. Michael Jackson, Kanye, voilà, ça suffit déjà. Michael, Kanye, ça suffit, c'est une très 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 bonne base. Hein. Michael Jackson, Kanye West, là les gars, il peut rien vous arriver de fou, à part, bon, les accusations de pédophilie ou de nazisme. C'est quand même chaud, mais accrochez-vous. Il y a une musicalité qui veut se réinventer, il y a une envie de cohérence, il y a une envie de fabriquer un album, il y a une envie de propos qui est des fois assumée, complètement assumée chez un Luigi, où c'est très déclaratif et c'est très pastoral et sexy. Là où un pasteur sexy, c'est très rare. Il a la chance de pouvoir dire des choses de manière très professorale, comme un professeur, et d'être frais et d'avoir une voix sexy. God bless. Christine, elle, il, je ne sais pas encore, je n'ai pas envie de la mégenrer, je vais dire il parce que moi aux dernières nouvelles c'était il. Je m'excuse si ça a changé, mais en tout cas, il, sur cet album, nous envoie une digestion Jesus, 808, un truc un peu de j'utilise le matériau langue française et j'arrive à vous le rendre américain. J'arrive à le rendre groovy, alors que je suis une petite blanche de Nantes, quoi. Donc, c'était une claque. Et ça n'a pas bougé d'un iota. C'est même dans sa discographie le truc qui vieillit le mieux. Et Stromae, je crois que je vous apprends rien. Hein. Stromae, c'est le contre-pied permanent. On raconte des trucs graves. On est un humain hyper triste. La vérité, c'est ça. C'est que Stromae, il est hyper triste. Hyper torturé. Mais je vais m'efforcer à vous le dissimuler le mieux possible. Et puis surtout, faut qu'on rende à César ce qu'il y a à César. Stromae, c'est un gars à nous. C'est un gars du rap. Et c'est dans notre culture de faire des contre-pieds et d'essayer d'envoyer quelque chose de majestueux, de sensible, sans trop y perdre des plumes. Stromae, voilà. J'avais répondu à cette question. Je crois que ça m'a demandé... Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé quand est-ce qu'on revient, on repart sur le mood de Josiane. Alors le mood Josiane, maintenant, est réservé exclusivement à mes amis qui me connaissent par cœur. Et comme vous avez bien compris, je l'ai dit en intro, enfin je l'ai dit juste avant, mes parents cherchent à me caser. Le mood Josiane ne va pas avec les prémices d'une relation amoureuse. Après, quand c'est coffré, que le gars tu l'as coffré, tu peux envoyer la Josiane énergie easy. Ils tombent même amoureux parce que t'es une Josiane. Mais là, tout de suite, je dois apprendre à minauder. Je dois apprendre à parler avec une petite voix comme ça, un peu féminine, pour pas choquer l'homme, pour pas être trop dur sur l'homme. Vous voyez, ça y est, je suis en train d'apprendre. Je suis très en retard, moi, vous savez, sur les rapports amoureux, sur le rapport charnel avec l'homme et tout. J'apprends encore. Et vous allez dire, mais comment ça se fait ? Tu as passé ces 20 dernières années avec des équipes de mecs. Mais justement, ça a cassé le mythe. Du coup, je les connais un peu par cœur. Du coup, je pense qu'il faut être nature peinture directe parce que je les connais. Non, il faut créer le mystère. Ils sont en conquête permanente. C'est des bêtes. Donc, il faut que je crée le charme, il faut que je crée la distance, il faut que je crée le mystère. Donc ça va pas avec Josiane. Josiane, je vous rappelle, c'est une référence à Josiane Balasco. Donc, on va éviter. Voilà, les amis. Des gros bisous. À la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. Ça va dépendre de mon emploi du temps. Là, j'ai eu le temps. En étant très fatigué, mais j'ai eu le temps de vous faire ça. Il est 13h, c'est parfait. Des gros bisous. C'est réel. Je suis la fierté de ma mifa, ta meuf me follow depuis que je suis follow par Nifa. Yeah.